Bon, on va pouvoir causer. Je vais poser ça ici. Bon, bah comme vous voyez, je suis encore vivant. Mais c'est pas passé loin ce coup-ci quand même. Voilà, donc en fait cette vidéo va avoir pour but de vous raconter un petit peu mon accident. Je pense que maintenant j'ai assez d'énergie pour vous raconter tout ça. Mais c'est surtout juste faire un témoignage en fait. Je voulais juste faire un témoignage de moi, ce qui m'est arrivé et comment j'ai pu en arriver au point. Pourtant, vous me connaissez, hein. Vous savez à quel point je suis passionné, mais comment j'ai pu en arriver au point d'être dégoûté de la moto, quoi. Bon, alors, le début du commencement. Déjà, comme vous savez, les vidéos précédentes, c'était sur une Phaser 600 bleue, je crois que c'était une 2001 ou 2003, quelque chose comme ça. Et cette Phaser, en fait, je l'ai échangée contre une KTM 640. En fait, pour vous situer un petit peu dans ma vie personnelle, donc en janvier 2021, oui on est en 2022, donc janvier 2021, avec ma chérie, on a acheté une maison, donc celle où vous voyez mon nouveau garage. Et un petit peu avant ça, en fait, j'ai un très bon ami qui a eu un accident de moto grave tout simplement, dans une épingle à 30 km/h, la roue avant qui part, il glisse, il passe sous une bagnole. Donc je vous épargne les détails, mais grosso merdo, cheville, poignet, ventre, bassin, etc. Enfin vraiment gros accident. Et j'ai pu voir mon ami dans un état que on n'aimerait jamais voir ses amis comme ça. Donc déjà ça m'avait bien freiné sur la moto. Et c'est pour ça que petit à petit, je me suis mis, vous savez, à la Vespa. Parce que la Vespa, ça me permettait de me promener en roulant beaucoup moins vite. Et en fait, j'ai découvert un monde où je kiffais rouler pas vite. Tout simplement, pour prendre les petites routes de campagne, je me promène, je profite, franchement, c'est génial. À partir de là, j'ai commencé à trouver un groupe de mobylettes avec qui je faisais des balades le dimanche. Et vraiment, je prenais plaisir à me balader pas vite. Donc après, j'ai pu racheter cette Phaser, enfin, on a acheté la maison, j'ai pu racheter cette Phaser 600. Et en fait, cette Phaser 600, du coup, je l'ai remise en route. Voilà, j'ai fait toute une grosse révision dessus, là où j'en ai profité pour faire des vidéos. Et cette KTM, j'ai eu l'occasion, cette Phaser, j'ai eu l'occasion de l'échanger contre une KTM 640. Mais version compétition client. Donc, la KTM 625 SC. En fait, c'était la KTM 640 LC4, sans batterie, sans démarreur, sans rien. Donc, hyper allégé, avec en plus de ça un carbu FCR 41 au lieu d'un carbu 39, donc plus de puissance, arbre à cam racing, etc. Ce qui fait que grosso merdo, j'avais 60-65 chevaux pour 125 kg, 120-125 kg. Et en fait, ça me semblait être une très bonne chose, justement pour rouler moins vite et pour faire des balades le dimanche. Voilà, c'était vraiment la moto avec laquelle je voulais me balader le dimanche et profiter. Basta. Et je fais l'aller-retour à Lyon dans la journée avec un autre ami. On arrive à la maison, il m'aide à décharger la moto. On va faire un petit tour. Franchement, la moto, super. Je devais partir, c'était le vendredi, je crois. Je crois que c'était le vendredi, oui. Et je devais partir le lendemain avec ma chérie. On devait partir donc à l'autre bout de la France. Et en fait, c'est personnel, mais voilà, je voulais la demander en fiançailles. Donc, test PCR, on était en plein Covid, test PCR, etc. La KTM était devant l'Audi, flemme de sortir de rentrer la moto pour sortir la voiture et tout. Je vais m'équiper, je prends la moto. Et puis du coup, je fais 2-3 km en partant de chez moi. Et en fait, au bout de 4 km, dans une grande courbe, franchement, c'est une grande courbe avec la Phaser, ça passait genou par terre à des vitesses indécentes. Et là, j'étais avec la KTM, 80-90, parce que fond de 5, 145 la moto. Donc vraiment, croyez-moi, ceux qui ont des monos, vous savez que fond de 5, 145 avec un mono, déjà pour tenir 90, c'est compliqué. J'étais sur 80-90 et dans la courbe, hop, je commence à pencher, j'étais sur mon angle. Et d'un coup, plus rien. En fait, je suis passé sur du gasoil. Donc c'est ce qu'on appelle un tourne à gauche. En fait, c'est dans une courbe, il y a un autre endroit où les voitures peuvent passer pour descendre en bas de cette route. Il devait y avoir du gasoil. Donc j'étais sur ma courbe, la roue avant part. Et en fait, là, c'est le début des emmerdes. Donc je tombe à plat ventre. Je me pète d'abord en premier le bras. Donc je tombe à plat ventre, je me pète le bras. Voilà, je vais vous montrer. Il y a encore la cicatrice, il y a encore de la dermoabrasion, ils appellent ça. C'est qu'en gros, la peau a été râpée. Donc ici, fracture sur le bras. Une fracture assez simple, on va dire que l'os, en fait, il est parti comme ça. Donc je continue de glisser.
Et là, en fait, dans ma tête, je me dis deux trucs, mais ça s'est passé en une seconde, hein, mais je me dis, putain, donc en fait, le moment où je suis tombé, putain, et dans ma tête, en gros, c'était ça glisse. Et en fait, au bout d'un moment, ça glissait plus. Je suis parti dans la rambarde, en fait, en 5 mètres. Je suis parti dans la rambarde de sécurité et je suis passé sous la rambarde de sécurité. Et en fait, j'ai tapé les poteaux de glissière de sécurité. Ça a tapé ici, voilà, en plein dans le côté de la cuisse. À partir de là, ça a commencé à être les emmerdes. Ça va être acheté trash, mais je vous ai dit que je vous racontais tout. Donc, j'étais sur le ventre, stabilisé, ça avait arrêté de bouger, et là, mais un espèce de sifflement, vous savez, un acouphène. Vraiment, ça scillait dans la tête, genre comme ça. Et en fait, je me suis déjà cassé des trucs en moto. Je sais que on a toujours 2-3 minutes de latence avant d'avoir mal. Et là, en fait, ça a été douleur immédiate et partout dans le corps. C'est-à-dire que c'est une douleur. Je pense qu'il doit y avoir peut-être un petit interrupteur dans le cerveau qui se dit ça, c'est la fin. Genre, c'était la douleur de la fin, quoi. Je me dis, il faut au moins que je vois ma situation. Donc, je prends mon courage à deux mains. En fait, j'étais sur le ventre et j'arrive à me retourner sur le dos. Au moment où je me retourne sur le dos, en fait, j'ai mes deux jambes qui restent au même endroit. Et en fait, si vous voulez, ça a fait comme ça. Ça a fait comme ça. Le haut du corps s'est retourné, les deux jambes n'ont pas bougé. Grosso merdo, ça a fait ça. Ça fait pouf. Voilà, les deux jambes, elles ont quasiment pas bougé. Là, je me retrouve sur le dos et je vois ma jambe gauche qui était comme ça. Un trou béant ici. Donc vraiment un trou béant. Ça a été sectionné à 70% la jambe. Parole de chirurgien. Donc sectionné à 70%. Tout était coupé mais surtout explosé et le fémur était explosé. Et en fait ce trou là, dans la jambe, moi je le vois se remplir de sang et genre dégueuler. Et là en fait bilan de la situation, j'étais sur le dos. Je savais que je m'étais pété la gueule. Je savais que j'étais passé dans une rambarde de sécurité, la grosse merde pour les motards. Et je savais que j'avais une jambe qui était vraiment mal en point. Et putain, je vous jure, ça m'en fait trembler. Et donc du coup, je vois cette espèce de trou béant dégueulé de sang. En plus de ça, il faisait 10 degrés, même pas 7 degrés. Le sang, il sort à 37 degrés, ça fume. Je vous épargne le truc, c'était une vision d'horreur. Parce que j'ai pas perdu connaissance. C'est ça le meilleur. C'est que, franchement, j'aurais préféré perdre connaissance et pas assister à tout ça. Mais j'ai pas perdu connaissance et je me rappelle de tout. Et donc, il faut savoir que j'avais aussi le tibia droit. Je sais pas si on va le voir à la caméra. Voilà. Donc, tibia droit ici, fracture ouverte. Donc, triple fracture. Et le tibia, en fait, sortait par là de 10 cm. Voilà. Et en fait, j'étais incapable de dire, au moment de l'accident, que j'avais la jambe droite cassée. Tellement la jambe gauche me faisait mal. Et là, analyse vite de la situation, quoi. Le cerveau arrive vite à faire le bilan du truc, et là je me dis je vais mourir. Vraiment, je suis dans la merde, je vais crever. Imaginez-moi sur le dos, jambes comme ça, explosées, ça saignait. Vraiment, je me suis dit je vais mourir. Et à partir de là, en fait, je me suis dit je vais mourir, et j'aurais même pas demandé ma chérie en fiançailles. J'ai planqué la bague, et personne sait où elle est. Donc je vais crever, elle saura pas que j'ai demandé en fiançailles, enfin si j'en avais parlé à des amis, mais voilà, et en plus elle trouvera pas la bague, enfin bon. Il se passe des trucs dans votre tête, franchement c'est horrible. Et en fait à partir de là, grosse chance, grosse chance. C'est-à-dire que oui, j'ai eu beaucoup de malheur, j'ai eu très mal et tout, mais en fait c'était une route très passante. Donc tout de suite, toutes les voitures se sont arrêtées parce que tout le monde a assisté au choc, hein. Enfin vraiment toutes les voitures ont vu le truc apparemment. Et donc il y a une dame qui vient tout de suite vers moi et qui me dit « Vous inquiétez pas, je suis infirmière, j'ai appelé les secours, ils vont arriver. » À partir de là, elle me fait un point de compression sur la jambe pour arrêter un peu le dégueulis de sang. Donc tout de suite comme ça. Il y a une deuxième dame qui arrive en courant. Elle, c'était une infirmière aussi, infirmière donc du coup, vous savez, qui se déplace chez les gens. Et elle, en fait, elle avait des poches de perfusion vous savez, d'eau salée. Je ne me rappelle plus, c'est du sérum Phi, voilà. Elle avait des poches de sérum Phi, je sais pas pourquoi ni comment. Et elle a couru à sa voiture, elle est revenue, et en fait, elle m'a perfusé tout de suite avec du sérum Phi, parce que elle a dû voir que je perdais beaucoup de sang, et pour compenser la perte de liquide, elle me ramenait du liquide. Un troisième jeune qui arrive, jeune qui a mon âge,
entre 25 et 27 ans. Et en fait, c'était un jeune pompier, je l'ai entendu dire aux infirmières, vous inquiétez pas, je sors d'une formation accident de la route, on va aider le monsieur. Enfin bon, moi j'étais comme ça, hein, je vous jure, j'étais sur le dos et comme ça. Et en fait, j'ai vu tout ça, je me rappelle de tout ça. Après, pour finir, il y a un monsieur d'une 60aine d'années qui était un ancien chef d'une caserne de pompiers, qui lui explique en fait aux infirmières et aux jeunes que lui, en fait, ce qu'il va faire, c'est que vu il faisait tout ce qu'il y avait à faire, il va coordonner tout ce qu'il y avait autour. Donc en fait, il y a un gars qui est arrivé de sa voiture, tout de suite il a demandé s'il pouvait faire quelque chose, le gars lui a dit tenez la poche de perfusion, donc en fait le type il faisait poche de perfusion. Bon, je viens de regarder, on est à 12 minutes, la vidéo va être un peu longue, hein, je suis désolé. Donc voilà, à partir de là, ils arrivent à appeler ma chérie qui vient sur l'accident, j'avais une couverture de survie, elle a rien vu. Elle, pour elle en fait, c'était une cheville cassée quoi, pas plus. Et je sais pas comment, j'ai réussi à reprendre des couleurs parce que j'étais blanc transparent. Hein. J'ai réussi à reprendre des couleurs et à lui faire un clin d'œil. J'étais comme ça, j'ai fait. Parce que je voulais pas que. Enfin, je savais que j'allais mourir et je voulais pas qu'elle garde une mauvaise image de ma mort. Un truc dramatique, plein de sang et tout. Je me suis dit, faut pas qu'elle ait une mauvaise image de ça. Donc voilà, j'ai réussi à faire ça. Après, les pompiers m'endorment, bref. Une semaine de coma quasiment. Et là, je me réveille à l'hôpital. Et là, donc, c'est là en fait où ça a été très compliqué mentalement. Parce que mentalement, il a fallu que j'assimile beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on était la semaine d'après. J'avais les 2 jambes pétées, donc 7 ou 8 fractures. J'avais le bassin cassé. J'avais le bras cassé. J'étais immobilisé sur le dos et j'allais devoir rester des mois comme ça sur le dos. J'avais une traction au bout de la jambe, c'est-à-dire que j'avais 6 kilos qui me tiraient la jambe du bassin. Pour que ça se ressoude convenablement. Donc voilà, en fait, le psychologique a été très compliqué au début. Antidépresseurs, anxiolytiques, psychiatre, psychologue, j'ai fait un petit peu tout. J'ai été obligé, en fait, ils ont été obligés de m'endormir au bout d'un moment parce que je dormais pas. Et j'avais des visions d'horreur, j'avais des visions de mort, je dormais plus, vraiment. En fait, je faisais des micro-sommeils parce que le corps était épuisé, mais c'était 20 minutes. J'avais pas de vrai sommeil, donc au bout de quelques jours, ils m'ont endormi. Et puis après, voilà, après ça a été les soins. Donc les soins, ce qui a été très compliqué, c'est que j'ai eu en tout 8 opérations. Donc 2 opérations pour tous les os. J'ai eu 8 heures d'opération en tout. Ce qui est assez énorme. Franchement, c'est énorme. Pardon, c'est assez énorme. Donc en gros, j'ai une broche, ils m'ont rentré une broche dans le tibia avec 2 vis dans l'os pour verrouiller le truc. Ensuite, dans le fémur, j'ai une grande broche aussi. 47 cm de long, 11 mm de diamètre. Donc ils percent un trou sur la tête de fémur, ils font rentrer l'os, ils ont reconstruit tout le truc autour avec les morceaux d'os et tout. Et pareil, 2 vis pour verrouiller le clou dans l'os. Le bassin, pas de plaque ni rien. Par contre, le bras, c'est pareil, j'ai une plaque en fait ici avec 7 vis. Donc voilà, en tout, plaque, broche, clou et clou. Après, pour les soins et la guérison, ça a été très compliqué. J'ai eu 6 autres opérations dans le sens où, comme je vous disais, moi je me mettais une fois que mon corps s'était stabilisé après le choc, j'étais sur le ventre. En gros, ma plaie là, la jambe éclatée, ça a traîné dans la terre. Donc des maladies, des infections, de la putréfaction aussi, c'est-à-dire que j'ai plus le terme en tête, mais en gros ma chair a pourri. Donc ils ont dû m'opérer pour nettoyer tout ça. En fait, ça a été du nettoyage de plaies, 6 opérations de nettoyage de plaies, donc 8 opérations, 8 anesthésies générales, 6 nettoyages de plaies. Et à la fin, je me suis retrouvé avec un trou comme ça. Ils avaient, si vous voulez, ils avaient refermé parce que quand je suis arrivé à l'hôpital, c'était comme ça. Et ils ont pu refermer en fait les chairs. Et je me suis à la fin retrouvé avec un trou comme ça, 2,5 cm, 3 cm de profondeur. Et donc là, après, ils ont mis des pansements. Voilà, les soins sont compliqués. À l'heure actuelle, on est presque à 5 mois de l'accident, parce que c'était le 23 octobre. On est presque à 5 mois de l'accident. J'ai encore un pansement sur le côté de la jambe. J'ai encore un pansement sur le côté de la jambe parce que j'ai de la chair à nu. Alors,
je montre ma cuisse à mes amis et tout. Là, sur YouTube, on va peut-être éviter pour pas être censuré. Mais en gros, j'ai la cuisse qui est complètement déformée. Mais vraiment. Genre, il manque des morceaux et tout. Il y a des morceaux qui sont restés sur le lieu de l'accident. Donc voilà, ça a été assez compliqué, surtout mentalement. Et même aujourd'hui, honnêtement, je suis assez fluctuant, quoi. J'ai des sauts d'humeur. En fait, ça peut aller bien et puis d'un coup, je sais pas, je me mets à pleurer. Et franchement, j'ai pas honte de le dire, quand j'étais à l'hôpital, j'ai pleuré des litres, mais des litres entiers. Parce que il y a un moment, il y a eu une question d'amputation aussi. C'est-à-dire qu'avec les infections et comment dire, la putréfaction de la chair, vu que c'était ici, ben en fait, pour sauver mon corps, il y avait une question d'amputation. Un jour, on est venu dans ma chambre, on m'a dit, Monsieur Le Célin, faut que je vous parle. On va voir dans la semaine qui vient s'il y a de l'amélioration, mais s'il n'y a pas d'amélioration, on va envisager une amputation. Ici, sous le bassin. Enfin bon, franchement, à l'hôpital, j'étais au 36e dessous, j'ai fait 3 semaines de réa, je crois 2 ou 3 semaines de réa. Ensuite, service d'orthopédie, service infectiologie. Parce qu'il y a un truc aussi, c'est que du coup, j'ai eu plein d'infections, y compris une infection alors chair, sang et une infection dans le ventre. Et il y a une des opérations en fait qui a été une laparotomie, c'est-à-dire qu'ils m'ouvrent le ventre, ils ont sorti en fait ce qu'il y avait dans le ventre, vraiment, hein. Ils ont sorti ce qu'il y avait dans le ventre, ils ont tout inspecté, il n'y avait pas de problème, mais j'avais plus d'1 litre de liquide dans le ventre. Donc il a fallu qu'ils m'opèrent. Je vous montre ça vite fait. Voilà. Vous voyez un petit peu le truc, donc une ouverture de 20 cm. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait un petit peu le tour du sujet. Après, voilà, du coup, ça a un peu changé ma vision des choses. À savoir qu'il y a 2 semaines, j'ai perdu un très bon ami en moto aussi. Et en fait, la moto sur route, j'ai un peu perdu l'envie, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un rapport plaisir-risque qui est tellement important que maintenant, j'ai envie un petit peu de penser à... C'est-à-dire que la passion de la moto, je ne l'ai pas perdue. J'ai toujours mon atelier et tout, franchement, je ne perdrai jamais ça. Mais par contre, le rouler sur route, à l'heure actuelle, pas possible. En plus de ça, on m'a donné un ultimatum. C'est-à-dire qu'avec ce que j'ai dans le corps et avec ce que mon corps a subi, je tombe violemment, je me fais mal, je me recasse un truc. Là, il n'y a plus de question de marcher, hein. Donc là, je marche avec une béquille pour l'instant. Mais le prochain truc qui m'arrive, il n'y a plus de question de marcher. C'est fini. Donc, en fait, quand on vous met ça sous le nez, quand on s'est vu mourir, qu'on s'est vu revivre, qu'on s'est vu peut-être amputé, mais que ça a été sauvé, et qu'on vous met sous le nez la problématique, va falloir arrêter les trucs dangereux, y compris la moto, pour pouvoir vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la phaser, je vais la garder, il n'y a pas de souci. Je vais la transformer en pistard. Je me ferai peut-être quelques sorties pistes par an. Franchement, ça, sur piste encore, je dis pas. Je prendrai peut-être le risque, on verra. Par contre, sur route, l'infrastructure routière, franchement, pour les motos, c'est délirant, quoi. C'est effectivement plus facile de ne pas mettre de barrière et puis de voir des gens mourir, une double glissière pour les motos, plutôt que de mettre une glissière qui va coûter, admettons, 150 € le mètre linéaire, quoi. Bah ouais, ça coûte moins cher. Enfin bon, voilà, donc toute une série de choses, en fait, que je pense, voilà, plein de trucs comme ça. Pour l'instant, c'est un peu la pagaille, là-haut. Et puis, voilà, pour l'instant, ça m'a bien calmé. On verra ce qui se passera dans l'avenir. De toute façon, je continuerai les vidéos, la méca et tout. Ça, voilà. La Vespa, les mobs sur la route, je dis pas encore mob Vespa et tout. Mais gros cylindré, ouais, on va peut-être ralentir le truc parce qu'il n'y a plus le droit à l'erreur. Donc voilà, je voulais vous faire une petite vidéo qui synthétisait tout ça, c'est-à-dire l'accident, comment ça s'est passé, ce que j'ai vécu un peu après. À savoir, je suis pas encore guéri, hein. Comme je vous disais, j'ai encore le pansement, j'ai mal partout, j'ai du mal à me lever, à tout faire. Mais je voulais vous parler un petit peu de cet accident qui a le mérite un petit peu d'être partagé dans le sens où je fais partie des miraculés. Et ça, j'en ai conscience. Parce que je suis passé dans une barrière de sécurité à 85 km/h. Je suis encore là pour vous parler.
Et franchement, ah ouais, je fais partie des miraculés, des gros accidentés de la route et des miraculés. Quand je suis rentré à l'hôpital, j'avais perdu 3 litres de sang. Donc 3 litres sur 5 litres qu'on a dans le corps, je vous fais pas un dessin, c'était plus que la merde. C'était vraiment la merde. Et on m'a même dit après coup que les chirurgiens n'y croyaient pas trop. Et quand des mecs comme ça ont un pronostic qui est assez mauvais, c'est pas terrible. Donc voilà, on m'a remis 3 litres et demi de sang dans le corps et tout. Un truc aussi, enfin juste je vais finir la vidéo, mais j'ai plein de trucs à vous dire. Par exemple, moi j'ai toujours donné mon sang. Parce que, dès que j'ai eu l'occasion, je donnais mon sang. Dans le sens où je me suis toujours dit, je sais pas ce qui peut m'arriver dans ma vie, c'est toujours un prêté pour un rendu. Voilà. On peut avoir besoin de sang plus tard dans sa vie, et tant qu'on peut en donner, il faut profiter pour en donner. J'ai encore eu des messages de l'organisme de don du sang, comme quoi les réserves sont très basses et tout. Moi j'ai donné 3 ou 4 fois je crois, et là j'ai eu besoin de 7 poches de sang. Donc au final, même en ayant de la bonne volonté, j'ai consommé plus de sang que ce que j'en ai donné. Donc heureusement qu'il y a des gens qui sont là pour donner leur sang, parce qu'il n'y aurait pas ce système-là, je ne serais plus là par exemple. Il n'y aurait pas eu les gens qui m'ont sauvé au moment de l'accident, c'est-à-dire que j'ai eu une équipe de secours quasi instantanée, je ne serais plus là pour vous parler. J'aurais pas eu un bon chirurgien, je ne serais plus là pour vous parler. J'aurais pas eu l'équipement, parce que mine de rien, l'équipement c'est vachement important. Mon blouson Furigan, il est fondu, il a fondu. J'aurais pas eu ça, je serais plus là pour vous parler. Donc honnêtement, on voit un peu sa vie autrement après tout ça. Enfin, je veux pas faire le grand philosophe, le mec qui a tout vu, tout fait, mais honnêtement, d'être confronté à tout ça, c'est un cataclysme, un espèce de truc qui vous arrive dans la gueule, une prise de conscience. Je dis pas qu'il faut arrêter la moto sur route, hein. Franchement, je serais encore en bonne santé, je dis pas, j'aurais peut-être continué, mais en fait c'est que là j'ai genre vraiment plus le droit à l'erreur. La moindre erreur, j'y passe. Et j'ai pas envie de revivre, parce que j'ai failli vivre, c'est-à-dire la mort. C'est mon moyen. Franchement, je vous le conseille pas. Mais voilà, et du coup pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance de s'en sortir, bah, je vais essayer de moi continuer ma vie. Et voilà, j'ai encore la chance d'être là, donc je vais profiter de cette chance que certains n'ont pas eu. Donc je vais peut-être ne pas trop rejouer au con par la suite pour profiter de la chance que j'ai eue. Je sais pas si vous avez tout compris, mais voilà. Bon, je vais arrêter la vidéo ici parce que sinon je peux en parler pendant des heures, mais je voulais vraiment vous faire un petit compte rendu sur tout ça. Il y en a qui vont dire que c'est putaclic et tout, c'est vraiment pas mon but. Je veux juste vous partager une expérience de vie et une expérience de mort. Voilà. Parce que je suis parti quelques fois au moment de l'accident, on m'a toujours ramené, donc voilà. Mais faut avoir conscience de tout ça. C'est vrai qu'on n'en a pas trop conscience tant qu'on n'a pas été confronté à tout ça. Mais tout ce que je vous souhaite en fait, c'est de garder la santé et de jamais avoir de problème comme ça. Je ne le souhaite à personne, vraiment. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir pu vous en parler et on se dit à la prochaine.